Donc, rappelez-vous, il y a de ça quelque temps, il y a quoi, 2 jours, Émilie Fiorelli, elle avait fait une sortie. Elle avait lancé un appel au secours pour la soutenir par rapport à sa fille métisse. Pas son fils, bizarrement, mais sa fille, qui subirait toute forme d'abus et d'agression sur la base de sa couleur de peau. Elle expliquait même que sa fille, il y a les garçons de sa classe qui l'ont obligée à mettre ses mains dans le pantalon d'autres garçons, qu'elle se fait régulièrement insulter d'excréments parce qu'elle a la peau foncée, que ça fait des mois et des mois que ça dure, et qu'au début, elle n'a pas voulu écouter sa fille parce qu'elle voulait que sa fille ne fasse pas de vagues. OK? Et il a fallu que ce soit une autre maman blanche et d'autres camarades de classe de sa fille qui lui ouvrent les yeux en lui disant: ta fille, elle subit, elle est victime de moult et moult attaques d'extrême droite. Il faut que tu lui viennes en aide. OK? Et elle allait se renseigner auprès de sa fille, et c'est un épisode, une énième agression qui lui a fait sortir de son déni. C'est quand sa fille s'est pris une tape dans la joue tellement fort par un de ses camarades de classe que ça lui a arraché l'oreille et la boucle d'oreille qui est partie avec. Et c'est là qu'elle a donc décidé d'agir. OK? Voilà. Elle avait d'abord fait les choses à l'écrit et maintenant, elle s'est exprimée à l'oral. Et il y a tellement, tellement, tellement de choses à dire que ça mérite un sujet à part. Je rappelle que ce live en version intégrale et non censurée sera disponible pour les membres Youbis et les membres Platine. Les autres, vous aurez des extraits. OK? Allez, c'est parti. J'essaie d'être pour vous faire un retour concernant le rendez-vous de ce matin. J'ai la directrice qui m'a reçue. Je suis contente parce qu'elle est très à l'écoute, engagée contre le harcèlement et vraiment très douce, très compréhensible. Enfin, et je pense que moi, j'ai minimisé certaines situations parce que comme j'aime pas du tout me faire clairement remarquer, genre, vous voyez, devant l'école, genre... Vraiment, je suis en mode, je récupère mes gosses, je rentre, je demande toujours à mes enfants de ne pas se faire remarquer, d'arrêter de parler fort, j'ai horreur de ça. À chaque fois, je leur dis arrêtez de vous faire remarquer et tout. Vraiment. Alors, je suis aussi le genre de mère qui, moins je vois l'école, mieux je me porte. J'aime pas trop me mélanger avec le personnel enseignant parce que je connais ces gens. Voilà, quand tu les fréquentes trop, ils vont vouloir te poser des questions sur ta vie privée, ils vont vouloir te sonder. Quand tu es une femme noire, tu deviens un objet de distraction et ils veulent tout savoir sur ta vie. OK? Très bien. Et elle, elle est célèbre. Donc, c'est la même, en fait. Je comprends ce truc de vouloir avoir le moins de contact possible avec le membre du personnel de l'école. Sauf que là, elle dit de ses enfants, je ne veux pas qu'ils fassent de vagues. Je leur dis, arrêtez de vous faire remarquer, arrêtez de crier. Ce sont des enfants. Ils sont en école primaire. Les enfants, ils peuvent crier. Ils peuvent faire du bruit. Ils peuvent hurler. Ce sont des enfants. Voilà. Il s'agit de ne pas trop les étouffer non plus. C'est pas que j'ai minimisé certaines situations, c'est que j'ai pas souhaité à chaque fois en faire des dramas. Parce que ces enfants sont métis et ont la peau noire. Émilie ne voulait pas se retrouver à être confrontée au racisme et aux racistes. Raison pour laquelle elle est partie automatiquement du principe que ces enfants ont tort. C'est à eux de ne pas faire de vagues, c'est à eux de se rabaisser, c'est à eux de baisser la tête, c'est à eux de subir et de se taire. Parce qu'elle ne voulait pas se confronter aux gens de sa communauté, Émilie. Elle sait que le racisme existe. Hein. Elle fait genre, elle n'a pas découvert que ça existe, elle le sait depuis toujours. Hein. Ils le savent tous. Mais dès le départ, elle s'est mise dans un positionnement de déni et de refus de l'affronter. Et pour ça, elle a étouffé ses gosses. Elle a étouffé leurs paroles. Elle a étouffé leur droit de s'exprimer. Elle a étouffé leur souffrance. Parce que, pour elle, automatiquement, elle s'est comportée comme si ses enfants auraient automatiquement tort. Parce qu'elle, ça l'arrange de ne pas avoir à être confrontée à tout ça, à une certaine réalité. Et c'est ce que beaucoup de parents noirs, complexés et coloristes font. Et dans les couples mixtes également. C'est à leur enfant de baisser la tête, de ne pas se rebeller. Faites pas de vagues, baissez la tête, vous rebellez pas, parlez pas mal, ne répondez pas.
Si on vous fait subir, taisez-vous, etc. Pas pour notre bien, mais parce que eux n'ont pas envie d'affronter le racisme et les racistes, tout simplement, pour les arranger eux, pour leur propre paix. Donc gentiment, je suis allée voir 1 ou 2 fois la maîtresse. Après, j'avertissais Luna. Une fois, je suis allée voir une maman. Enfin, vraiment, j'essaie d'être la plus calme possible, prendre du recul sur les situations. Être pédagogue aussi, c'est important avec les enfants parce que gueuler, ça suffit pas. Je vous ai dit gueuler, c'est la manière dont on parle dans le sud. Mais en gros, crier ne sert à rien sur les enfants et plutôt leur expliquer les choses. Donc en fait, à Luna, je lui avais demandé à plusieurs reprises d'arrêter d'exagérer. Retenez, elle va dire dinguerie sur dinguerie. Hein. J'ai dit à Luna d'arrêter d'exagérer. Ça vous rappelle rien, les filles? Ça vous rappelle pas les gens d'extrême droite qui disent aux Noirs, arrêtez de vous victimiser? Émilie, elle est le bourreau de sa fille. Émilie est le bourreau, le premier bourreau de sa fille. Oui, mais maman, lui, il m'a fait ça. Oui, maman, lui, il m'a dit ça. Donc, je suis allée une fois voir la maîtresse. Une deuxième fois, je suis allée voir une maman. Bon, bref. Et là, il a fallu que, c'est malheureux, hein, mais il a fallu que ce soit sa copine, d'ailleurs, que je remercie vraiment, qui a été, incroyable. C'est là où je me dis, c'est trop bien quand même, c'est rassurant de te dire que tu as des enfants qui sont bien éduqués, qui ont cette notion en fait de danger, tout ça. Donc elle a eu... Chacune de ces phrases, j'ai quelque chose à dire, c'est un truc de fou. Il a fallu que le racisme, dont elle-même, elle avait conscience, mais elle ne voulait pas se l'avouer, soit confirmé par une autre femme blanche pour qu'elle le prenne en considération et au sérieux. Rien n'est raciste tant que ce n'est pas confirmé ou déclaré en tant que tel par d'autres blancs. Et on en vient à la situation des Noirs. Quand un Noir dit qu'il est victime de racisme, on le fait passer pour un paranoïaque. Arrête de te victimiser. T'es trop fragile. Non, c'est pas raciste. Non, t'es parano. Il faut que ce soit une autre personne blanche qui dise que c'est raciste pour que le noir soit pris au sérieux. Je prends une de mes anecdotes personnelles. Un jour, j'étais avec 2 copines à moi blanches, dont une qui est réunionnaise blanche, mais elle est née à La Réunion et elle a du sang noir dans les veines. Ok. Et on parlait du racisme en France. Tu avais ma copine blanche de souche qui disait « Non, mais le racisme en France, c'est fini, ça n'existe plus. » Quand je lui dis « Non, ça existe le racisme en France. Et ça existe toujours. La discrimination à l'embauche, c'est pas fini. » La blanche, elle ne me prenait pas au sérieux. Non, mais t'exagères, mais non, je pense qu'au bout d'un moment, peut-être un petit peu parano, peut-être que machin. Quand moi, je disais, moi, la noire, hein, qui suis la mieux placée pour parler du racisme en France, essayer d'expliquer à ma pote blanche que le racisme existe toujours, elle minimisait, elle ne me prenait pas au sérieux, elle ne m'écoutait pas. Il a fallu que ma pote blanche réunionnaise lui dise non, elle a raison BCS, le racisme existe en France. Mes cousins en sont victimes. Et il y a toujours des personnes qui jugent sur la base de la couleur de peau. J'ai des amis à moi qui n'arrivent pas à trouver du boulot ou un emploi ou même un emploi ou un logement à cause de leur couleur de peau. Et à ce moment-là, tu as ma copine blanche de souche qui a dit « Ah, donc oui, effectivement, je peux reconnaître qu'effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je suis choquée, je ne pensais pas que ça existait toujours. » Vraiment, il a fallu que ma pote blanche dise que le racisme existe toujours pour que l'autre blanche le reconnaissent, le comprennent et l'entendent. Rien n'est raciste tant que ce n'est pas sorti de la bouche d'un blanc. Et c'est ce que Émilie Fiorelli, elle a fait à sa fille. Ensuite, Émilie a étouffé la souffrance de sa fille. Okay? Sa fille a essayé de lui parler. C'est sa mère. Elle a confiance en elle. Elle se sent en sécurité avec sa mère. Sa mère est censée la protéger. Sa mère, c'est tout son monde. C'est elle qui est censée la protéger contre le racisme. Donc, sa fille est venue la voir pour lui parler. Mais sa mère ne l'a pas prise au sérieux. Elle n'a même pas voulu l'entendre. Elle n'a même pas cru. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence que c'est pour la gamine? La gamine, elle a subi 2 violences. Là, les actes racistes et le fait que sa mère ne la croit pas. Et pourquoi est-ce que sa mère ne la croit pas? Parce que sa mère blanche. Elle n'a pas voulu se confronter à sa communauté.
J'en reviens à la loyauté intracommunautaire. Reconnaître que les Blancs peuvent être racistes, que son pays, il y a du racisme dedans, et ils ont l'impression que c'est comme si tu les traitais eux de racistes. Donc, ils se vexent. Ils préfèrent entrer dans le déni. Voilà. Émilie s'est comportée avec sa fille comme un électeur d'extrême droite. Elle a nié. Elle a nié sa souffrance. Elle a nié ce qu'elle subissait. Voilà. Et il a fallu que ce soit une autre personne blanche qui lui dise pour qu'elle le croie. Voilà. Parce que Émilie, elle se dit, je veux pas, j'ai des enfants noirs, j'ai pas envie d'avoir l'étiquette de la maman des méchants sauvages noirs. Non, 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 j'ai pas qu'on me mette dans ça. Préservez-moi de ça. Donc, mes gosses, faites pas de vagues. Le courage de tout raconter à sa maman et la maman donc m'a appelé en me disant écoute ça fait un moment que ça dure, Luna l'a embêtée, enfin elle m'a expliqué toute la situation. Donc quand j'ai entendu dire que et c'est ça en fait qui m'a fait mal, quand j'ai entendu quand elle a dit en fait aujourd'hui ils l'ont jeté par terre et ils ont mis une gifle. Ils ont mis une gifle et ils ont arraché la boucle d'oreille. Moi, j'ai compris comme ça. Mon cœur, il s'est littéralement fendu en deux. Donc là, j'appelle Luna. Quand c'était sa fille qui lui racontait tout ce qu'elle subissait, Émilie Fiorilli ne trouvait pas ça grave. Hein, elle n'écoutait pas. Hein. C'est quand une autre maman est venue la prévenir, elle s'est dit mince. Donc même les autres se rendent compte. Et j'ai passé pour une mauvaise mère si je ne réagis pas. Qui était chez mes parents, parce qu'elle adore squatter chez mes parents, et je lui parle, elle me répond pas, elle parle pas ni rien, donc je raccroche, je demande à ma mère par message de lui parler et tout, et là elle commence finalement à parler, donc je la rappelle, et là au téléphone, alors je sentais qu'elle était pas bien, mais j'ai dit je vais pas t'engueuler en fait, donc explique-moi, et en fait elle m'a dit en fait maman il m'a pas arraché la boucle d'oreille, c'est que sa gifle elle était trop forte, et c'est ça qui m'a vraiment littéralement brisée, c'est-à-dire qu'au-delà des paroles qui font mal, c'est je me dis genre il y a quand même quelqu'un qui a osé genre lui foutre une gifle forte au point de lui, déjà forte ou pas forte, déjà, mais forte au point de lui faire péter sa boucle d'oreille. Ça a été de trop. Je tolère aucune violence, qu'elle soit physique ou qu'elle soit verbale, mais je vous avoue que la violence verbale, ça résonne en nous, ça reste, ça nous fait ça nous crée des complexes et compagnie. La violence physique au regard d'une maman, je sais pas comment vous expliquer, mais alors ça m'a mis hors de moi. Vraiment hors de moi. La violence verbale aussi, elle est pas mal parce que quand on dit à ma fille, en gros, t'es noire et que le soir je la douche, elle se frotte la peau pour me dire je deviens blanche, ça me met le démon. Vous avez vu? Là, maintenant, sa fille, elle est en train de développer un complexe par rapport à sa couleur de peau. Sa fille, qui est déjà métisse, donc noir clair, se frotte la peau pour devenir encore plus blanche. C'est comme les petites filles noires, les petits garçons noirs qui se dépigmentent la peau pour paraître plus clair. Ou comme les tantines. Là, on en vient au colorisme. On en vient à faire pousser. Regardez comment en 2025, on pousse des enfants noirs à détester leur couleur de peau et à vouloir être plus blancs. Nous, on l'a vécu, ça. Hein. Nos parents aussi l'ont vécu. Hein. Et même, ils le font vivre à leurs propres enfants. Hein. Cette détestation. Vous voyez maintenant d'où vient cette détestation de la peau noire? D'où viennent les complexes? Certains noirs, en grandissant, ils réussissent à dépasser ça. Mais ce n'est pas tous. Tout le monde n'a pas cette force. Certains développent certains troubles traumatiques et se dépigmentent la peau. Nos mères qui se dépigmentent la peau doivent aller voir un psychologue. Elles ne vont pas bien. Ce n'est pas normal de se haïr comme ça. Et nos hommes, qui sont encore plus fragiles que nous, ils commencent à développer une haine de soi qu'ils reportent sur la femme noire. Et c'est là qu'on en vient à des débats sur les perruques, des débats sur oui, la femme noire, elle est sauvage, elle est machin, elle est ceci, elle est moche, elle est machin. C'est eux-mêmes qui insultent à travers nous. Parce qu'ils n'ont pas, l'homme noir, il n'a pas le mental. Moi, j'ai vu plus de filles noires réussir à sortir du colorisme et de la haine de soi que d'hommes noirs. Il y en a très peu qui ont cette force mentale. On est plus forte qu'eux. Et c'est là où on en vient à des hommes qui font le choix de se mettre avec une femme blanche ou maghrébine dans l'espoir que leurs enfants ne vivent pas ce qu'eux, ils ont vécu. Et ils le disent, hein, moi je veux des enfants métis pour qu'ils ne subissent pas le racisme. Moi je veux des enfants métis parce que
Je veux mettre fin au racisme. Ce sont des enfants qui se sont retrouvés dans une violence, une haine. La haine la plus pure, le racisme est l'une des formes de haine la plus pure qui soit. Son niveau de traumatisme, et ça c'est les psychologues et les psychanalystes qui le disent, et les sociologues qui le disent, j'en avais fait une vidéo documentaire que je mettrai dans ma newsletter, qui sera bientôt, qui va sortir en décembre, mon live documentaire sur le ravage psychologique du racisme. Et d'après les sociologues, psychologues, psychanalystes, les conséquences du racisme sont équivalents au trauma de la Shoah. Ils ont évalué le niveau de traumatisme et ils en ont conclu, de par leurs études, que les Noirs, le racisme que les Noirs subissent, les traumas sont équivalents aux traumas de ceux qui ont vécu la Shoah. Est-ce que vous vous rendez compte du mental qu'il faut pour affronter une haine aussi pure, aussi brutale, aussi ravageuse? Et ce sont des enfants. Et on a tous vécu ça, on était des enfants. On était en école primaire. Et c'est toute notre vie. Quand on est à l'état le plus vulnérable, on se la prend en pleine tronche. On fait vivre à des enfants l'équivalent des traumas des victimes de la Shoah. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, on ne s'en rend pas compte. Et quelque part, on s'en fout. Et quand tu as en face une maman comme Émilie Fiorilli, t'es foutu. Et certains, ils n'arrivent pas, ils cherchent, donc ils se retrouvent comme ça désarmés, parce qu'on a des parents, la plupart d'entre eux, ils sont démissionnaires, ils sont fuyants, ils font les autruches, ils sont lâches. Disons clairement les choses. La quasi-totalité de nos parents, à nous, la génération 80-90, ce sont des lâches. Ils n'ont pas fait le taf. Ils ont eu peur d'affronter le truc. Ils avaient peur, c'était des peureux. Donc, on n'avait personne pour nous soutenir. Et surtout pas nos parents, qui nous disaient « faites pas de vagues ». On pensait que c'était pour notre bien qu'ils faisaient ça, mais non, c'était pour leur bien à eux, pour leur paix à eux. Ils avaient trop peur d'affronter l'éducation nationale, etc. Pour leur paix à eux, ils ont étouffé nos souffrances. Ils nous ont interdit de parler. Comme ça, eux, ils n'avaient pas à affronter tout ça. Parce qu'ils n'avaient pas le courage de le faire. Et donc, on se retrouve avec des adultes totalement traumatisés qui cherchent des solutions pour exorciser leur trauma. Et pour beaucoup, notamment les hommes, leur solution, c'est le métissage. Ça va me sauver du racisme. Ça va guérir l'enfant qui est en moi. Un, ça ne te guérit pas. Ça va jamais, te métisser ne va jamais guérir l'enfant traumatisé qui est en toi. De deux, tu vas même subir du racisme dans ton couple. Donc, tu vas t'apporter encore plus de traumatisme. Et de trois, depuis quand les enfants métis, vous voulez leur faire porter le fardeau de sauver l'humanité du racisme? Vous ne trouvez pas que vous exagérez avec eux? Vous leur en demandez trop? Ce n'est pas les enfants métis qui vont vous sauver du racisme. Parce que ça ne va jamais s'arrêter, le racisme. C'est mettre de trop lourdes charges de responsabilité sur leurs frêles épaules que de penser que vos enfants métis vont guérir le racisme. Et puis on le voit, plus vous vous métissez, plus il y a de racisme. Les racistes n'ont jamais été aussi nombreux que depuis qu'il y a de plus en plus de métissage. Ça fait même l'effet inverse. Parce qu'il y a un repli sur soi. Chaque peuple a l'impression qu'on veut le diluer, on veut le faire disparaître. Donc, ça crée encore plus de repli sur soi, plus de racisme, plus de rejet. OK? Beaucoup d'hommes noirs et de femmes noires sont en couple mixte pour se soigner des traumas du racisme. Pas par amour. Ils espèrent fuir leurs conditions de noir. Ça, c'est une réalité.
J'arrête pas de lui dire, tu vois pas, moi, comme je galère de bronzer, comme je suis blanche, j'ai dit, t'as une couleur de peau qui est merveilleuse. Je la mets en valeur en permanence. Mais quand elle me fait des phases comme ça, pas tout le temps, hein, mais elle m'en fait de temps en temps, ça me fait péter les plombs. J'ai enlevé le pèse-personne à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle se pesait. Parce qu'il y a des gosses qui lui ont dit, en gros, t'es grosse. Et le pire, c'est que c'est vraiment le Roquefort qui dit au camembert, tu pues. Parce que la personne qui ose lui dire qu'elle est grosse n'est pas mince non plus. Donc tout ça, en plus, là, vraiment, ça me fait péter un câble. Je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est pas le but ici. J'avais juste envie de me libérer, voilà, de vous raconter, parce que ça faisait 3 moments que je gardais les choses pour moi et j'avais besoin de le dire. Et j'ai eu d'ailleurs des témoignages de personnes qui vivent la même chose et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Là, je vais faire ma journée. Je me languis de récupérer ma fille à 16h30. Je sais que l'école va mettre tout en œuvre pour que les enfants se sentent bien. Comme j'ai dit, le but... L'école, elle est encore dans le... Merci ma chérie pour ton nom, elle est encore dans le déni. L'école va mettre tout en œuvre. J'espère que l'école, elle en a encore à compter sur ses congénères pour la sortir de ce bourbier. Ma chérie, tu crois que l'école n'est pas au courant? Elle veut nous faire croire que l'école n'était pas au courant de ce qui se passe là-bas? L'école est au courant et ils n'ont rien fait. OK? Parce que ce sont des petits blancs qui agressent une petite noire. Elle en est encore à espérer que l'école est innocente de tout ça et que la directrice va la sauver. Guérissez de vos traumas du racisme avant de faire des enfants métis. Sortez du déni de racisme avant de faire des enfants métis. Parce que si vous ne faites pas ça, ce sont vos enfants qui vont en payer le prix. Affrontez la réalité que le racisme, qu'on vit, on vit dans un pays où le racisme est de plus en plus décomplexé. C'est une réalité. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. De deux, il faut soi-même commencer à développer un amour de soi quand on est noir. Développer sa confiance en soi. Développer son estime de soi. Se pencher sur son histoire. Booster son estime de soi afin de pouvoir le transmettre à son enfant et le préparer. Parce que si vous ne faites pas tout ça, le parent maghrébin ou blanc ou le parent renois, c'est votre enfant métis qui va en pâtir. Il faut vraiment être naïve ou ignorante pour croire que les métis ne subissent pas de racisme. Ce que ma chérie, d'abord merci pour ton don, mais ce que les noirs ne comprennent pas, c'est que pour les racistes, les enfants métis sont des noirs comme les autres et ils seront traités en tant que tels. Et ça, c'est des trucs que j'essaie de faire comprendre à certains hommes, ils ne veulent pas comprendre. Non, et même des métis, ils ne veulent pas comprendre. Non, moi, je suis métisse. Métisse, ce n'est pas une couleur. Tu peux crier tant que tu veux, je suis métisse, donc je ne suis pas censée subir le racisme. Il faut que tu te mettes bien dans le crâne que pour les racistes, les métis ne sont que des noirs comme les autres. Et ils vont te traiter en tant que tel. Et tant que tu ne vas pas accepter ça, tu peux continuer à être dans le déni, mais t'inquiète pas que tu vas subir. Et tu ne seras pas prête ou pas prêt si tu es un garçon. Donc, commence déjà bien à... Non, ça c'est un truc que les parents sont censés dire à leurs enfants métis, c'est à les préparer à ça. Afin que quand ils vont se retrouver à l'extérieur, ils ne seront pas choqués, ils seront prêts, ils seront préparés. OK? Moi, j'ai préparé le mien de gamin. Depuis qu'il est petit, je l'ai préparé. Pas à détester les autres, mais à lui dire que mon fils, on vit dans une réalité et il faut que tu comprennes cette réalité et que tu sois prêt. Il y a des gens bien, il y a des gens qui te détesteront sur la base de ta couleur de peau. Sois prêt. Et la meilleure manière de les préparer également, c'est de booster leur confiance en eux. Moi, je montre des choses sur l'histoire de son peuple à mon fils. Je lui montre la grandeur de son peuple, la grandeur de son histoire. Il sait qu'il est quelqu'un. Donc, personne ne peut mal le parler ou le rabaisser parce qu'il sait d'où il vient, lui. Il sait qu'il est issu d'un grand peuple. Donc, il n'y a personne qui peut se sentir supérieur à lui. Voilà comment on booste nos gamins. OK? Donc, les gens qui disent, non, mais ça sert à quoi de se pencher sur le passé? Ça sert à ça. À booster l'estime d'eux-mêmes de vos enfants. Parce que dehors, on va leur dire qu'ils sont issus d'un peuple minable, d'un peuple arriéré, d'un peuple de sauvages.
Et comme toi, le parent, tu ne fais pas le taf à côté, ils vont le croire et ils vont baisser la tête et se comporter comme si, effectivement, ils étaient inférieurs aux autres. Alors que c'est faux. Au contraire, on le subit de tous les côtés et souvent, personne ne comprend notre souffrance. Mais bien sûr, et quand je parlais de ça à l'époque, on me traitait de raciste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas une souffrance plus étouffée que celle des métis. Parce qu'aux yeux des gens, vous êtes censés être heureux. Parce que le métissage, c'est l'avenir, c'est génial. Voilà ce qu'on nous sent de matin, midi et soir. Et c'est comme ça qu'on étouffe la parole des métis. Mais heureusement, TikTok est là. Maintenant, les métis, ils parlent. En tant que métisse, je sais de quoi je parle. J'ai souvent observé ce genre de comportement chez les mères de mes amies qui étaient jupitériennes. Toujours dans le déni et rarement systématiquement et ramènent systématiquement tout à elles-mêmes. Et oui, parce qu'en fait, je comprends les mamans blanches et les parents blancs ou maghrébins. Parce que si leurs enfants, s'ils acceptent, s'ils reconnaissent qu'il y a du racisme dans leur communauté, ils ont l'impression que c'est une attaque personnelle, que tu leur dis à eux qu'ils sont racistes. Or, ce n'est pas ça. Ils le prennent pour eux, pour une attaque personnelle. Le but, c'est pas que ma fille soit privilégiée et le but, c'est pas d'accabler les autres enfants, c'est que vraiment que tout le monde comprenne, que tout le monde se respecte. Moi, je suis pas le genre de maman à vouloir faire du mal à un enfant, même si lui a fait du mal. Je pense qu'un enfant ne naît pas méchant, il le devient et il y a peut-être des raisons pour ça. Trop facile d'accuser les parents, l'éducation. Des fois, les parents sont même étonnés du comportement de leur enfant. Il y a peut-être un mal-être, il y a peut-être quelque chose. En tout cas, voilà, le but, c'est pas que ma fille soit privilégiée, c'est pas qu'on dise oh la pauvre pêcheur, c'est surtout que vous voyez, en fait, il y a des choses qui se passent et il faut... Voilà. On en revient à la phrase. Je veux pas qu'on dise, oh, la pauvre peu chère ou que ma fille... Voilà. Elle a peur de la phrase « arrête de te victimiser » que sortent souvent les gens d'extrême droite pour essayer de neutraliser la parole des Noirs quand ils subissent du racisme. Arrête de te victimiser. Ils nous disent ça pourquoi? Pour nous neutraliser, pour nous empêcher de parler. Ils savent très bien. Les gens qui votent extrême droite savent mieux que quiconque que le racisme est une réalité dans ce pays. Et même dans les pays du Maghreb, les Maghrébins savent très bien que le racisme est une réalité dans leur communauté. Ils le savent. Mais la loyauté intracommunautaire fait qu'ils ne peuvent pas l'avouer. Donc, ils vont te dire à toi de fermer ta bouche. Arrête de te victimiser. Il y a même des Renois qui sont dans ça. Hein. Non, mais arrêtez de vous victimiser. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur d'affronter la réalité? Pour agir. Et vraiment, mon but premier, c'est que ma fille ait confiance en elle, comme on peut l'avoir sur une scène de danse, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est une belle comparaison. Je veux qu'elle ait confiance en elle, je veux pas qu'elle se laisse intimider et je veux surtout pas qu'elle parte à l'école en tremblant parce que c'était le cas ce matin. J'avais pas envie qu'elle reste à la maison, j'avais pas envie de lui faire croire qu'elle allait avoir l'école à la maison ou de lui faire changer d'établissement parce qu'en fait, je vois pas pourquoi c'est nous qui allons changer. Je pense que c'est plutôt aux autres de changer. Hein. Et je parle même pas d'établissement, c'est de changer juste de comportement, de devenir des personnes plus douces. Ouais. Si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, mon but là vraiment, c'est que ma fille elle aille à l'école en étant bien. Je crois que Émilie est encore dans le déni, hein, malgré les faits, malgré les événements. Elle continue à espérer que les racistes vont changer. Voilà. Spoiler alerte, ma chérie, les racistes ne changent jamais. Bon. Pas en tremblant comme ma mère m'a dit ce matin quand elle l'a déposé, en lui disant mais il n'y a pas de représailles Luna, il n'y a personne qui va te tomber dessus. Cool, fais ta journée, ne t'inquiète pas, tout le monde va faire sa journée, si tu as besoin, tout le monde est là. Pourquoi voilà. Luna a peur des représailles, ma chère Émilie? Pourquoi est-ce que ta fille a eu peur de se confier à toi? Parce que tu n'as pas établi dès le départ un climat de confiance et safe, une safe zone avec elle. Dès le départ, dès la maternelle, tu lui as dit de se taire, de ne pas faire de vagues. Quand elle a essayé de se confier à toi, tu as étouffé sa parole. Ta fille n'a tout simplement plus confiance en toi. Elle n'ose plus te parler parce que tu ne voulais pas l'écouter. Tu n'as pas créé une safe place. Voilà pourquoi elle ne t'a rien dit. Elle a préféré se confier à sa grand-mère, par exemple. Tu as été le bourreau de ta fille.
Tout ça pour préserver ton image et ta tranquillité. Voilà pourquoi ta fille a peur des représailles, parce que c'est ce que tu lui faisais. Quand elle essayait de s'exprimer, tu l'étouffais, tu la blâmais. Arrête de te faire remarquer. Voilà. Arrête de te faire remarquer. Fais pas de vagues. Pauvre gamine. Grande passionnée des fêtes. Donc là, j'attends de voir comment ça se passe. Et de toute façon, alors je vous ai dit, je ne vais pas changer d'établissement, mais je pense que l'année prochaine, je change de pays. Voilà. Parce que là, c'est un ras-le-bol. Vraiment, je vous dis, j'ingurgite beaucoup de choses, et beaucoup de choses que je ne raconte pas entre comment ça se passe aujourd'hui en France, les gens et compagnie. Donc, plutôt que de continuer à être désagréable en France, je pense que je vais aller à l'étranger pour redevenir la personne que j'étais, souriante, agréable. Parce que ici, je suis devenue une vraie tête de... Voilà. Clairement, je ne supporte plus rien. Donc, je me dis, là, je ne suis plus du tout heureuse ici. Il faut que je parte. Je vais rajouter peut-être 2-3 trucs. Première chose, je sais, on a tous la même réaction. 80% des messages, c'est « Ouais, moi, je vais devant l'école, je fais ça, je fais ça, je fais ça. » La violence résout aucun problème. Et moi, j'ai pas envie de réagir comme ça, que mes enfants, ils voient ça. J'ai pas envie... J'ai pas envie, et puis je vais vous dire, au nombre de fois de gens qui nous saoulent sur la route, ou peu importe, si à chaque fois on doit se bagarrer. Croyez-moi, on n'est pas armé face au racisme. En fait, on ne sait pas comment réagir. Parce qu'en face, on a un mur et les racistes sont extrêmement soudés. Et vous savez pourquoi est-ce que souvent on a peur de réagir, on appréhende de réagir? Il faut un sacré courage pour le faire. C'est parce qu'on sait très bien que tout est contre nous, la police, la justice, etc. On a bien conscience que le raciste est protégé et que quand on va aller le confronter, il va avoir raison contre nous. On sait qu'on se met en danger et qu'on n'aura pas de soutien, qu'elle soit juridique ou autre derrière. Voilà la raison pour laquelle cette vulnérabilité-là, cette absence de justice fait qu'on a peur d'agir. Peur de porter plainte, peur de réagir, peur de machin. Et on a en face un rouage, un système. Les gens d'extrême droite sont très soudés. Que ce soit les professeurs, les élèves, les parents d'élèves, etc. C'est un mur. Et si tu n'as pas des gens derrière toi, ça va être très difficile. Tu vas te retrouver seul contre tous. Si tu n'as pas des grands frères, un mari, des frères, des gens que tu ne connais pas, les gens dans la police, etc. Donc moi, ce que je vais dire aux mamans, allez sur des sites de rencontres ou quoi, tapez l'amitié avec un policier, tapez l'amitié avec un mec qui est dans l'armée, tapez l'amitié avec quelqu'un qui est juge, tapez l'amitié avec quelqu'un qui est dans les hautes sphères de la société, qui est dans l'administration. Faites-vous un carnet de contacts de personnes qui sont dans l'administration. Croyez-moi, ça va vous donner un boost. Vous vous sentirez déjà moins seul. D'avoir des gens placés dans vos relations. C'est important. Ça donne du courage. Ensuite, moi, la dernière question que j'ai. Déjà, mettez-vous, si vous le pouvez, choisissez un homme courageux. Tous les hommes ne sont pas courageux. La plupart ne le sont pas, surtout les hommes noirs. Où est le père de Luna? Parce que Luna, là, elle a un père. Là, Émilie, en fait, tu sens qu'elle est esseulée dans son combat. Tu sens vraiment une femme qui n'a pas le moindre soutien dans son entourage. Or, Luna, elle a un père. Un père qui est footballeur, qui a donc des relations. Que fait le père de Luna? À aucun moment, son nom n'est placé dans l'histoire. On a l'impression que le père de Luna est décédé et qu'elle est orpheline de père. Où est le père de Luna pendant ce temps? Que fait-il? Comment protège-t-il son enfant? À quoi bon avoir un père s'il ne sert à rien? À quoi bon avoir un mari s'il ne te sert à rien? Tu te retrouves à lutter seule. Là, on a l'impression qu'elle est livrée à elle-même, là. Et ce n'est pas normal.
Elle ne devrait pas avoir... En plus que son mari, c'est un noir, donc il a vécu le racisme et il le vit encore. Il sait ce que c'est. Où est-il? Il est... voilà. On ne sent pas sa présence. Quand sa gamine pleure, quand elle ne va pas bien, elle va chez ses grands-parents blancs. Où est le père? Où est son père? Que fait-il pour protéger sa fille? Et croyez-moi que la plupart des hommes noirs ne protègent pas leurs enfants. Hein. Ils fuient. Ils prennent la fuite. Parce que déjà eux-mêmes, ils sont lâches pour la plupart d'entre eux. Où est papa? Où est Mbaye? Où est-il? Ta fille souffre. Va protéger ton enfant métisse. Quand il s'agissait de la concevoir et de Mougou, sa mère, tu étais le premier. Quand il s'agissait de brandir tes enfants métisses sur Internet et Instagram, tu étais le premier. Tu étais là en première ligne, devant la caméra. Maintenant, te voici confronté à la réalité d'être le papa d'un enfant métisse. En plus, ta fille, ta petite princesse, où es-tu? Bye. Où es-tu? Où tu es noir que lorsqu'il s'agit de déverser ta semence et ta génétique pour avoir des enfants à la peau au teint allé. Maintenant, la voici la vraie, et c'est là qu'on t'attend. Où es-tu? On dirait qu'il n'est pas là. Elle est seule, pauvre femme. Tu m'étonnes qu'elle a peur de la confrontation. Il y a la loyauté envers sa communauté. Et le fait qu'elle soit seule, elle sait qu'elle n'a personne derrière elle. Ni le père de l'enfant, ni personne. Elle n'a que ses vieux parents âgés. Et puis c'est tout. Elle en est là à espérer que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes et que l'école va faire quelque chose. Émilie dit elle veut fuir la France. Je plus sois. Moi-même, je suis dans ça. Moi-même, vous me voyez là. Je règle tout ce que j'ai à régler avec ce pays. Je mets de l'argent de côté. Le temps que mon gamin il finit ses études, il prenne ses diplômes et on se casse. Si Dieu le veut. Parce que je vois la vague venir. Il ne reste plus beaucoup d'années à la France avant qu'elle ne soit gouvernée par un régime fasciste. Les Noirs qui veulent rester là, restez, c'est votre problème. Moi, la vague, je la vois arriver. Et si Dieu le veut, d'ici là, mon fils et moi, ce sera déjà barré. Continuez à vous sentir en sécurité. Continuez à croire que le métissage va vous sauver. Continuez à vous accrocher à un Jésus métisse, à une figure christique qui va venir vous sauver du métissage. Continuez à croire ça. Continuez à vivre dans l'espoir. Vous me rappelez, vous savez, l'image, la métaphore de la grenouille qui est plongée dans une casserole, elle-même posée sur un feu. L'eau ne va pas chauffer tout de suite. L'eau chauffe petit à petit. Petit à petit, elle bout. Au début, la grenouille, l'eau est froide. Elle ne se rend pas compte, la grenouille, qu'elle est assise dans une casserole sur un feu. Alors, elle se met à l'aise. Elle nage, elle batifole. Et puis, petit à petit, l'eau devient un peu tiède. Après, elle monte doucement à ébullition. Là, la grenouille continue à se dire « Ah, c'est un petit peu chaud, mais ça va, je peux encore gérer. » Elle continue à nager dans sa petite marmite jusqu'à ce que ce soit trop tard. La marmite est montée à ébullition et puis la grenouille est morte. Voilà. C'est comme ça que je vois les Renois d'aujourd'hui qui ont des enfants noirs ou métis et qui se disent « T'inquiète, ça va bien se passer. » Il n'y a pas de s'alarmer. Pourtant, Internet nous montre la vague venir. Les médias, les faits divers, tous les jours des faits divers qui nous envoient des red flags et des warnings. Les Noirs, faites attention, dans ce pays, c'est en train de chauffer pour vous. Faites attention. Non, ça va. Ils ne sont pas si méchants. C'est parce que vous avez peur et vous vivez dans le déni. Vous vous accrochez à une utopie qu'un jour tout va aller. Pourtant, tout vous montre, il y a tous les signaux qui vous montrent que les choses sont en train de s'empirer. La montée de l'extrême droite, le fait qu'il y ait de plus en plus de sièges au gouvernement, au Parlement, qui prennent de plus en plus de pouvoir. Les médias sont rachetés par des milliardaires d'extrême droite. Chaque jour, des faits divers, une police de plus en plus raciste, décomplexée, etc. Mais vous vous dites, non, ça va aller, j'ai un enfant métis. Non, ça va aller, je suis français.
En France, ça ne peut jamais arriver. Les Juifs disaient la même chose. Hein. Voilà. Elle veut prendre la poudre d'escampette. Pour moi, actuellement, là, c'est la seule solution. La seule option viable, à mon sens, là, actuellement. En tant que blogueuse, femme noire, d'enfants noirs, etc., et en grandi dans ce pays, pour moi, la seule solution, c'est de se tirer. Tu as les moyens, tu tires. Elle a les moyens, qu'est-ce que tu tires? Moi, je n'ai pas ces moyens. C'est le manque de moyens qui fait que je suis encore ici. Voilà. Parce que croyez pas qu'ils vont changer, que soudainement, l'extrême droite va avoir la lumière et puis de Jésus-Christ et se dire non, paix dans le monde. Non, non, c'est pas ce qui va se passer et c'est pas ce qui est en train de se passer. Et sachez que si dans les années 90, ils vous semblaient moins nombreux, c'est tout simplement parce que le contexte politique ne leur permettait pas de s'exprimer. Ils ont toujours été là. Ils ont toujours été 3 millions. Sauf qu'ils se cachaient parce que c'était la gauche qui était au pouvoir et qui ne pouvait pas s'exprimer comme ils voulaient. Ils ont toujours été là. Ils se préparaient. Pendant que vous cherchiez à vous métisser, eux, ils se préparaient. Maintenant, leur heure est venue. Ils ont les médias pour eux. Ils ont la justice. Ils ont la police. Il leur manque plus que le président et c'est bon. Et on en vient tranquillement, tranquille. OK? Voilà. Allez, mes chéris, c'est tout pour moi. Ce live-là sera en version censurée. Non, pas censurée, sera en version intégrale pour les membres platine et les membres YouTube. Les membres platine, vous recevrez le lien là par email, hein, ne bougez pas. Et je rappelle que dans ma newsletter qui va bientôt sortir en décembre, qu'on appelle BCS Universe, vous aurez tous les contenus des live gossip et autres, et les morning live en version intégrale et non censurée qui seront disponibles dans ma newsletter. Et du contenu également inédit. Vous aurez du contenu en rapport avec les anciennes enquêtes que j'ai pu faire sur les vérités cachées, les théories du complot, voilà, comme le clonage, la Terre plate, les voyages sur la Lune, le Covid. Vous aurez ce contenu-là en supplément. Vous aurez également davantage de podcasts sur des sujets en rapport avec la communauté noire, les problématiques par rapport à la communauté noire, les problématiques relations hommes-femmes, et également les lives où on parlera de sexualité. Okay, on fera plus de podcasts sur ces thèmes-là, sexualité, problématiques de la communauté noire et relations hommes-femmes. Les sujets qu'on n'aura pas traités ici sur YouTube, on les traitera sur mon podcast BCS, sur ma newsletter BCS Universe. Et un contenu inédit, vous aurez des podcasts, mère et fils, moi et mon fils. Ok, on va traiter de tout ce qui concerne l'éducation, ma relation avec mon fils, nos petits tracas quotidiens, etc. Vous allez un petit peu plus rentrer dans notre univers. Donc voilà, le BCS Universe, ce sera moins 20% pendant un an pour les premiers inscrits. C'est mon cadeau de Noël. Voilà, c'est mon cadeau, c'est moi qui offre. Et les membres platine, ça va être supprimé et ça va être remplacé par le BCS Universe. Ceux qui ont déjà un abonnement platine, vous n'aurez rien à payer en supplément. Vous êtes d'ores et déjà inscrits et vous aurez accès au contenu de ma newsletter, ok? Parce que vous avez déjà des prélèvements via PayPal. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Et prenez soin de vos enfants surtout.